Merci. Ok. Alors, en ce qui me concerne en tout cas, pour ce dernier Melavé Malka de l'hiver, parce qu'après dans les communautés ça va être un petit peu long pour pouvoir organiser quoi que ce soit. Donc, je suis très heureux de finir avec vous ce cycle des Melavé Malka dans la maison des Benjamins. Et le sujet qui m'avait été proposé par le Rav Kassabi, c'était de voir comment est-ce qu'un juif aujourd'hui peut, d'une certaine façon, arriver à vivre à la fois un judaïsme authentique dans une forme de modernité. C'est le premier point. Et deuxième point, comment est-ce que cette chose-là arrive aussi à devenir un sujet d'éducation? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on arrive aussi à faire que quelque part, ça se transmette de génération en génération. C'est-à-dire comment on arrive à la fois à vivre dans une modernité, dans un temps donné, à une époque donnée, dans une société donnée, tout en restant juif. Alors il faut savoir que c'est une question qui est vieille comme le clan d'Israël. C'est-à-dire que tout le travail des Bnei Israël depuis qu'ils existent, et encore plus depuis qu'ils sont en galoute, mais en vérité la galoute ne change pas grand-chose au problème. Puisqu'on voit par exemple que à l'époque de Hanouka, les Bnei Israël devaient essayer de résister à l'influence grecque. Mais où se trouvait cette influence grecque? Les Juifs n'étaient pas en Grèce. Les Juifs étaient en Eretz Israël. Et le Beth Amikdash était construit. Ça veut dire que la question de la relation que le peuple juif peut avoir avec les nations et avec la modernité, et la Grèce à l'époque de Hanouka, c'est la modernité absolue, c'est le monde le plus moderne qui existe, au sens littéral du terme, eh bien on voit que ce rapport avec la modernité s'est posé alors même que les enfants d'Israël vivaient sur la terre d'Israël. Et donc ce n'est pas seulement quelque chose qui est lié à l'exil. Nous n'avons pas à nous poser la question du monde moderne ou de la modernité parce que nous sommes en dehors d'Eretz Israël. Cette question, elle s'est posée de tout temps pour le peuple juif, qu'il ait vécu sur la terre d'Israël ou qu'il n'ait pas vécu sur la terre d'Israël. Et aujourd'hui, les enjeux, même dans la société israélienne, quand on a envie de vivre un judaïsme authentique, eh bien la question se pose, comment être juif en Eretz Israël? La question n'est pas complètement réglée. Et donc, il faut, si vous voulez, se poser cette question de manière actuelle, mais aussi la mettre dans une perspective historique. C'est quelque chose que le Ham Israël a toujours vécu. Et on peut dire que Baruch Hashem, il a résisté. Baruch Hashem, il a réussi à passer les épreuves. Ça ne veut pas dire que tout est parfait. Ne pensez pas que nous sommes les mêmes aujourd'hui que nous étions au début. Et le nombre des enfants d'Israël aujourd'hui n'est pas le même que celui qui était au début. Nous avons, entre guillemets, perdu beaucoup de monde en chemin. Et donc cette question de savoir comment vivre dans le monde, avec le monde, tout en restant foncièrement et viscéralement attaché à ses valeurs, et aux valeurs qui sont les nôtres, les valeurs de la Torah, c'est une question que chaque juif doit se poser tous les jours, à chaque instant. Question fondamentale. Alors, je n'ai pas du tout la prétention ce soir de vous donner les moyens d'eux, mais il y a quand même des clés, il y a quand même des éléments qui correspondent véritablement à notre époque et qu'il faut arriver à comprendre pour pouvoir, d'une certaine façon, résister. Je parle de résistance parce que résister, ça veut dire que je me confronte à quelque chose. Je ne fuis pas le problème. Une solution, ce serait effectivement de fuir. Mais qui peut fuir et où? Est-ce qu'il existe un monde hors du monde dans lequel nous pourrions vivre tranquillement et faire notre judaïsme tranquillement sans jamais avoir à aucun moment la question d'une influence ou de quelque chose qui pourrait agir sur nous d'une façon ou d'une autre? Non. Et je pense même que ce n'est pas le projet d'Hachem. Je ne connais pas le projet d'Hachem, mais j'imagine que ce n'est pas ça. Parce que si c'était ça, il aurait créé une humanité sur la Terre, il aurait créé une planète autour de la Terre. Sur cette planète, il aurait mis des Juifs qui auraient prié, qui auraient étudié de la Torah toute la journée. Et puis il aurait dit, ben voilà, il y a le monde, et puis il y a les Juifs.
Et les Juifs sur cette planète, eh ben, ils prient et ils étudient. Peut-être même qu'avec leur tfilote, ils vont agir sur le monde où se trouvent les nations. Il se trouve que ce n'est pas du tout comme ça qu'Hachem a conçu les choses. La Metsiout, la réalité, c'est que nous vivons, nous, dans un monde, avec le monde, dans le monde. Et on peut essayer de mettre des barrières, des murailles, et s'enfermer, se cloisonner, se clôturer. C'est pas sûr que ça marche. Et ça a pu peut-être marcher à une certaine époque. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, avec les nouveaux moyens de communication, avec Internet, la barrière, il faudrait inventer une barrière hors norme, hors imagination, pour dire qu'on met un pare-feu total et complet à ce qui se passe dans le monde. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, c'est pas dit qu'il ne faut pas saisir des choses dans le monde. Il y a des choses dans le monde qui existent, qui sont là, qui ont été créées pour le bien. Et tout le challenge de l'homme, c'est de savoir le prendre et le rendre vivant pour le bien. Il n'y a pas une notion qui est une création qui serait négative une fois pour toutes. Je parle des technologies, du monde moderne. Alors bien sûr, au niveau des valeurs, il y a des choses qui sont effectivement complètement négatives. Ça, justement, il va falloir réfléchir sur ça. Mais du point de vue des technologies, c'est pas sûr que les choses soient absolument, totalement, radicalement mauvaises. Tout est une question de gestion. Tout est une question de savoir quoi faire avec et comment le faire. Alors je voudrais synthétiser de la manière la plus simple et la plus efficace possible, parce que je n'ai pas la prétention de régler un problème comme ça en une soirée, certains éléments qui nous demandent, à nous en tant que juifs, et en tant que, on va dire, personnes soucieuses, à la fois de maintenir une tradition, mais aussi d'exister en tant que juifs et de faire passer les valeurs qui sont les nôtres et qui sont ô combien importantes à l'humanité et à nous-mêmes, il y a certains éléments, effectivement, desquels il faut avoir une certaine forme de distance, de réflexion, d'analyse, de compréhension. Un des premiers éléments que je voudrais voir avec vous, c'est celui qu'on pourrait appeler les nouveaux modes de communication. Les nouveaux modes de communication, c'est la modernité aujourd'hui. La modernité, si on devait dire que notre civilisation actuelle se définit par quelque chose, elle se définit par les nouveaux modes de communication. C'est-à-dire, essentiellement, les portables, Internet. Vous savez que on définit souvent l'homme comme un homo sapiens, c'est-à-dire un homme de réflexion, un homme de pensée. Sapiens, c'est le savoir. L'homme, on l'appelle homo sapiens. Et on dit, voilà, une civilisation, elle se définit par la façon dont elle pense. C'est une façon de concevoir les choses. En vérité, certains philosophes ont expliqué que pour définir une civilisation, il faut plutôt la définir par rapport à ce qu'elle fabrique. Et non pas l'homme en tant qu'homo sapiens, mais l'homme en tant qu'homo faber, c'est-à-dire un homme qui fabrique. Dis-moi ce qu'une civilisation fabrique, et je te dirai quels sont ses fondamentaux, qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qui la définit. Or, si nous pouvons aujourd'hui dire que nous sommes définis par quelque chose, c'est véritablement les nouveaux modes de communication qui nous définissent. C'est le fait de pouvoir parler à distance, s'envoyer des images à distance, partager des documents à distance, être dans une interrelation permanente, à tout moment, à tout instant, et dans l'immédiateté la plus totale. Ça, c'est quelque chose qui nous définit vraiment. Si nous prenions quelqu'un d'il y a 30 ans ou 40 ans qui viendrait, qui serait catapulté dans ce monde, qui serait parti de ce monde il y a 40 ans et qui reviendrait maintenant, la chose qui le surprendrait le plus, eh bien, ce sont ces petits appareils que nous avons sur nous et que nous passons notre temps à utiliser à droite, à gauche, à tort et à raison, ou à tort et à travers. C'est ça qui nous définit aujourd'hui. Ce n'est pas véritablement notre façon de penser. À la limite, notre façon de penser, elle est consécutive aux objets que nous utilisons. Et c'est donc la raison pour laquelle j'aime bien parler, moi, plus que d'un homme pensant, je parle d'un homme fabricant. L'homme fabrique, et c'est ce qu'il fabrique, ce qu'il crée, qui le définit. D'ailleurs, regardez, quand on parle des très anciennes civilisations,
On parle de la civilisation du bronze, on parle de la civilisation de l'acier, on parle de la civilisation de la machine à vapeur, on parle de la civilisation de l'électricité. On parle très peu des penseurs de l'époque. On parle beaucoup plus de ce qu'ils ont créé. Or, si nous regardons ces nouveaux modes de communication, ils se définissent par, on va dire, 3 sortes de caractéristiques. La première chose, c'est qu'ils sont des totalités. Quand vous avez un petit objet comme ça en poche, au fond, vous avez le monde entier dans votre poche. Vous avez tout. Vous pouvez accéder à tout. Il n'y a pas une seule question qui se pose à vous que vous ne pouvez pas aller chercher dessus. Toutes les questions sont à l'intérieur. Tous les paysages se trouvent dedans. Toutes les références, tout ce que vous voulez. Le monde entier est là. Vous pouvez partager avec le monde entier. Le monde entier peut rentrer en communication avec vous. Si vous le voulez, tout est possible. Donc ce sont des totalités. Ce sont des mondes totalités. De totalité à totalitaire, ça va assez vite. Puisque finalement, quand vous avez ces objets qui sont des totalités, on peut vous aussi vous totaliser. Et vous devenez vous aussi des entités totales, on peut vous connaître, savoir où vous êtes, ce que vous faites, ce que vous pensez, ce que vous mangez, quels sont vos goûts, où vous allez, quelles sont vos images, qu'est-ce que vous partagez. On vous connaît à partir de ces totalités-là. Donc c'est une première notion. Deuxième notion, c'est la notion d'extériorité, c'est-à-dire que ce sont des moyens de communication. Donc ce sont des choses qui nous extériorisent. Nous allons dehors. Nous parlons dehors, nous envoyons des messages, nous partageons des choses. Donc nous sommes aussi extérieurs. Nous avons un pouvoir total et en même temps nous sommes dehors. Enfin, le troisième élément qui le caractérise, c'est l'immédiateté, c'est-à-dire la vitesse, la simultanéité. On fait une chose et immédiatement on a une réponse, immédiatement on a quelque chose. Ça va très très vite. C'est quelque chose qui est d'ailleurs tellement rapide qu'on a du mal à le réfléchir avant de l'utiliser, qu'on l'envoie avant même d'avoir pensé à ce qu'on a envoyé. Des fois, on envoie une chose et on la regrette. Et puis, dès qu'on veut quelque chose ou dès qu'on veut dire quelque chose, automatiquement, on a besoin de l'envoyer et de la dire. On a des téléphones qui peuvent sonner à des moments tout à fait incongrus. Des personnes appellent à des moments tout à fait incongrus. Je me souviens, il y a quelques années, dans une de mes classes, en cours, je vois une élève qui avait oublié d'éteindre son portable et on était en plein cours, je sais pas, il devait être 10 h du matin, le téléphone sonne. Je fais, tu as oublié d'éteindre ton portable, c'est interdit. Et le téléphone a sonné, alors elle me dit, oui, mais c'est ma mère. Ça veut dire que pour sa mère, c'était évident que si elle avait quelque chose à lui dire à 10 h, eh ben, elle pouvait l'appeler parce que c'est pas grave. Elle est en cours, oui, mais ça vient après. D'accord ? Messieurs, vous savez très bien que vos femmes peuvent vous appeler à n'importe quel moment du jour et de la nuit. Ce qu'une femme avant pouvait attendre le soir, le mari qui rentre à la maison pour lui dire il faudrait penser à refaire la tuyauterie de la salle de bain, eh bien maintenant quand elle y pense, elle le dit tout de suite. Ou bien elle envoie un message, ou bien elle envoie une photo des tuyaux de la salle de bain. Et ça se passe en pleine réunion, en plein desfilade ou en plein truc. Ça veut dire c'est immédiat, c'est tout de suite, tout de suite. Et les jeunes qui sont nés avec ça, parce que pour la génération qui n'est pas née avec, on peut encore imaginer un monde sans. Mais les jeunes qui sont nés avec ce mouvement-là, ils ne peuvent pas imaginer qu'on puisse attendre plus que ça. Si on a quelque chose à dire, il faut le dire. C'est donc ça demande beaucoup d'efforts à des jeunes aujourd'hui de maîtriser cette chose-là et de le voir. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'effectivement, ces dimensions-là, qui sont la totalité, l'extériorité et l'immédiateté, sont des choses qui, d'une certaine façon, posent problème au judaïsme. Pose problème à la vision juive du monde. Parce que, comme nous l'avons vu ce matin, nous avons lu la Seret à Diberot, nous sommes un monde de la parole. Nous sommes un monde de la parole, mais ce n'est pas n'importe quelle parole. Ce n'est pas une parole extérieure, ce n'est pas une parole de communication par texto interposé, c'est une parole qui a besoin d'être parlée, c'est-à-dire qui a besoin d'être dite. C'est un dibour. Ça veut dire que c'est quelque chose qui s'exprime, qui s'articule, avec une bouche qui se parle. D'accord ? Comme c'est marqué, Adam le'amal yulad, l'homme est né pour l'effort. La Gemara demande, mais pour quel effort? Est-ce que c'est l'effort de la parnassa? Est-ce que c'est l'effort physique? Quel est l'effort de l'homme? C'est quoi l'effort qu'on lui demande? Et la réponse qui est ramenée par la Gemara est très intéressante. La Gemara dit, le'amal pe. L'homme est né pour l'effort de la bouche. C'est quoi l'effort de la bouche? Ça veut dire, c'est pas qu'il doit se spécialiser dans la tchatch, c'est qu'il doit travailler avec sa bouche. C'est-à-dire qu'il va expliquer des choses, il va élaborer des discours, il va dire des tfilotes. C'est quelque chose qui n'est pas une parole facile, c'est pas quelque chose qui coule de source, c'est pas spontané comme ça vient, comme j'ai envie, comme ça se déverse. C'est quelque chose qui a besoin d'être analyser, élaborer, travailler. Donc c'est le contraire, si vous voulez, d'une parole brute
qui sort comme ça, comme un WhatsApp qu'on envoie en 3 minutes. Le judaïsme aussi, c'est pas seulement la parole, c'est aussi le texte. Nous sommes viscéralement attachés à un texte. Je crois que ça, c'est quelque chose qu'il faut porter avec soi. Or, le texte, c'est quelque chose de très matériel, de très concret. Un Sefer Torah, c'est très concret. Ça s'écrit, il y a un parchemin, il y a des règles. C'est pas virtuel, c'est du vrai, c'est du tangible, c'est du matériel. Donc nous avons aussi cet attachement à ce texte. Et il y a dans notre dynamique de vie une conjonction intime de tous les instants entre le texte et la parole. C'est un espèce de renvoi permanent du texte qui me parle et d'un texte à qui je parle. C'est un texte qui me fait parler, un texte à qui je parle. Lorsque j'étudie un texte de Torah, celui qui l'a écrit il y a plusieurs centaines d'années, en vérité, il me parle. Ah, il n'a pas de texto, il n'a pas de SMS, il n'a pas de mail, il n'a rien. Mais je l'entends me parler. Il me parle. Il parle à la part la plus profonde de moi-même, à quelque chose qui est non pas l'extériorité, comme je disais tout à l'heure, c'est pas Ritsoni, c'est pas extérieur, c'est absolument Pénimi. C'est quelque chose qui est dans la Pnimiut, c'est-à-dire ça parle à l'être le plus profond de moi-même. C'est cette recherche que le juif doit faire. C'est vrai que quand on est constamment confronté à des messages, on passe ses journées entières à écrire des textes et à répondre à des textes. Mais tous ces textes qu'on répond et qu'on écrit sont des textes extérieurs à nous-mêmes. Ce sont des choses qui sont techniques, mécaniques, automatiques. Ça part, c'est comme ça, c'est d'un doigt. D'ailleurs, c'est même pas notre bouche qui l'envoie, c'est le doigt qui l'envoie. La résistance, s'il y a une première forme de résistance, je parlais tout à l'heure, la résistance du Am Israël à ces notions-là, c'est effectivement la parole et le texte. C'est quelque chose qui nécessite un effort. C'est un ramal. C'est le ramal à Torah. C'est la difficulté de l'étude, c'est le labeur dans l'étude. C'est la nécessité de rechercher quelque chose, de travailler sur quelque chose. C'est pas facile. C'est pas je clique, j'appuie, j'ai une réponse. Je ne peux pas googliser une halakha, même si, on va en parler dans un instant, ça se fait aujourd'hui. D'accord? Nous avons des sites sur lesquels il suffit de taper sa petite question, paf, on envoie, paf, on a une réponse. Il faut voir si c'est comme ça qu'un juif doit vivre. C'est pas évident que ça soit la démarche naturelle. C'est pas sûr que c'est comme ça qu'il faille, de manière générale, vivre. C'est vrai que si on est à un moment perdu dans un coin, on ne sait plus quoi faire, il y a quelqu'un qui juste avant Shabbat, il est là, ce vendredi, il attendait qu'on lui amène un repas, et puis il était très loin, et il ne savait pas, et si ça arrive après la shkia, est-ce que j'ai le droit de me manger pendant Shabbat, si ça a été amené par un juif? Alors c'est vrai, à la dernière minute, il envoie un texto, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est Moutar Be'ana'a? Est-ce que c'est un sourd Be'ana'a? Ok, c'est super le portable à ce moment-là. C'est même aussi super pour appeler le gars qui vient de lui livrer le repas encore plus vite. Donc, mais c'est des cas extrêmes. Mais ça veut dire que dans la démarche juive, c'est pas du tout comme ça que ça marche, à mon avis. C'est un amal, c'est-à-dire que c'est un travail. Le peuple juif a résisté parce qu'il a travaillé. Il a fait des efforts, il est allé vers les textes, il les a compris. Il y a aussi la notion, si vous voulez, de déconstruction. C'est une notion un peu rôle, mais qui rentre très bien chez nous. Quand vous recevez des messages, quand vous recevez des images, ce que vous recevez, encore une fois, c'est des totalités, c'est des blocs, c'est des monolithes. Qu'est-ce que fait un juif quand il étudie la Torah? Il fait exactement le contraire. Ou plutôt, il prend le bloc et il le taillade, il le casse, il le broie, il le démonte, il le pulvérise. Il en fait vraiment un travail de décomposition analytique. Il rentre dans les choses. Il veut... Quand on dit aujourd'hui, on est dans une civilisation de l'image, parce que ça va avec. La civilisation de l'image, c'est quoi? C'est que je reçois des signes en bloc. Une image, c'est des milliers de signes qui m'arrivent en un seul mouvement, en un seul jet. Quelle est la différence entre une image et un texte? Les deux sont porteurs de signes. Les deux sont signifiants. Les deux ont des valeurs. La seule chose, c'est que dans un texte, je ne peux pas, comme dans un discours du reste, comme dans le dibour, comme dans la parole, je ne peux pas comprendre la fin de la phrase si je n'ai pas lu ou entendu le début. Donc il faut que je construise
ou que je déconstruise une phrase que je reçois. Je ne peux pas comprendre une phrase sans avoir construit les choses, sujet, verbe, complément. Si je commence par le complément et que j'inverse un mot, peut-être que je vais comprendre autre chose. Et de même, d'une phrase à un paragraphe, d'un paragraphe à un chapitre, d'un chapitre à un texte. Et ça se construit. Quand je reçois une image, je reçois tous les signes en même temps, d'où sa puissance de fascination. Pourquoi on est complètement captivé par une image? Pourquoi une image elle est à ce point fascinante? Pourquoi elle est à ce point fascinante? Parce qu'on n'arrive pas à la décomposer. Elle nous arrive en bloc. Et elle travaille non pas sur notre tête, mais sur nos ressentis. C'est pour ça que les images ont cette puissance-là. Vous voyez, quand vous voyez une image dans la rue, une image de mode, une image des beaux magazines avec des gens magnifiques et des couchers de soleil et des trucs, ça parle en un seul tenant. Mais si on faisait la même analyse que l'on fait d'un texte de cette image, on verrait que tout ça, c'est un montage technique. C'est fait pour atteindre un certain objectif. Un juif doit essayer de ne pas être dupe de ces images-là, de ne pas se laisser emballer dans cet emballage. Parce qu'en fait, c'est que du chitsoni, c'est que de l'emballage. Donc, s'il y a, dans un premier temps, un travail juif par rapport à cette modernité de l'image, à cette modernité des moyens de communication, à cette modernité du non-stop de la communication, eh bien c'est effectivement dans ce travail de déconstruction, d'étape, d'analyse, de ramal. C'est-à-dire qu'il y a véritablement un effort qui est en train de se faire. Je veux simplement maintenant rajouter un élément par rapport à la question de la vision. Un des grands enjeux aussi de notre époque, c'est ce qu'on appelle la civilisation des images. Nous sommes dans une civilisation des images. Donc ce qu'on produit, c'est des moyens de communication. Merci Chazak Baruch et Abdouhamid, mais Jean-Jacques m'a préparé un petit verre. On a parlé de la communication des textes, des textos, des SMS, des mails. Mais il y a aussi les images. Je veux un instant m'arrêter sur cette image. J'aurais des millions de choses à dire. Je voudrais simplement prendre une notion que j'ai vue ce Shabbat, dans Parashat HaShavua, dans la Parashat de ce Shabbat, qui est ramenée par Rabbi Moshe Feinstein dans ses drashot sur la Torah. On dit que Yitro a entendu. D'accord? Ishmael Yitro Kohen Midian, il a entendu. Qu'est-ce qu'il a entendu? Alors il y a différentes versions, différentes visions. Rashi ramène 2, la Gemara dans Zvachim ramène 3. Il y a qu'il a entendu Kriyat Yam Souf, il a entendu l'ouverture de la mer Rouge. Il a aussi entendu Milchemet Amalek, il a entendu la bataille contre Amalek. Et puis la Gemara dans Zvachim dit qu'il a aussi entendu Matan Torah. Rabbi Elazar, il ramène qu'il a entendu Matan Torah. Ça veut dire, c'est un yesod important et c'est un chidouche. Ça veut dire que toute la démarche de Yitro ne s'est pas faite avant Kabbalat Torah, mais elle s'est faite après que la Torah a été acceptée. Il a entendu l'événement extraordinaire du don de la Torah. La question qui est ramenée par les Mefarshim est la suivante. Il a entendu, mais le monde entier a entendu. Qu'est-ce qui fait que l'écoute et l'entendement de Yitro était différent de celle du monde entier? Tout le monde a entendu. La Gemara ramène que les nations sont allées se mettre derrière Bilham au moment de Matan Torah. Elles avaient le choix, elles auraient pu aller à Arsinaï. Elles sont allées chez Bilham. Ça veut dire qu'elles ont entendu quelque chose. Elles ont eu peur de quelque chose. Il se passait quelque chose. Cet entendement, ils l'ont eu, ils l'ont perçu. Donc, quelle est la différence entre la façon dont Yitro a entendu et le monde entier a entendu? La Gemara dans Sota dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait graver, c'est un très beau texte agadique, magnifique je trouve, il a fait graver à Moshe Rabbeinu 70 Luchot Abrit, chacune dans un langage qui correspond aux 70 langues des nations. Et que ce soit Be'er et Kev, que ce soit bien gravé et bien clair et visible, et que toutes les nations puissent voir. C'est-à-dire que les Khatchila, quand Hachem a donné la Torah, il l'a donné d'une certaine façon à l'universel. Il voulait que l'humanité entende entière. Bien sûr, les Juifs, eux, n'avaient pas le choix. C'est ça la différence, comme c'est expliqué beaucoup dans les Sfarim. C'est-à-dire que la différence entre nous, les Umot HaOlam, les nations du monde, c'est que nous, on n'a pas le choix. Il ne nous a pas demandé notre avis. Baruch Hashem, il nous a obligés. Mais les nations, il a dit, celui qui veut, qu'il prenne. D'accord? Le Maharal dit d'ailleurs dans la Hakdama au Tiferet Israël, il dit, c'est pour ça que c'est marqué Vezot HaTorah Asher Sam Moshe Lifnei Bnei Israël. Voici la Torah que Moshe a posée devant les Bnei Israël. Il dit, pourquoi c'est pas marqué Asher Natan? Pourquoi il n'y a pas marqué Moshe, il a donné la Torah aux Bnei Israël? Il y a marqué Asher Sam Moshe,
L'ifne ben Israël. Ça veut dire que quand il la pose devant les enfants d'Israël, ça laisse une chance à d'autres personnes qui voudraient aussi venir prendre quelque chose, de venir se saisir de quelque chose. Il l'a posé. Que celui qui est intéressé par la question, qui a entendu quelque chose, qui vienne et qu'il prenne. Alors la question reste, qu'est-ce qu'a entendu Yitro que les autres n'ont pas entendu, puisque c'était audible par tout le monde? La réponse que dit Rabbi Moshe Feinstein est la suivante. Il dit, il y a une différence dans l'entendement. On peut entendre une chose, la comprendre, être éventuellement bouleversé par ce qu'on a entendu, mais au fond du fond, on n'est pas concerné. Et il y a un deuxième niveau d'entendement qui est à rapprocher de la vision. C'est là que je viens à mon sujet. C'est-à-dire qu'il y a des fois des choses qu'on entend qui nous atteignent à tel point que c'est comme si on les avait vues. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on l'a vu ce Shabbat, que dans la paracha, on dit que là-bas ils ont vu les colottes. Pourquoi fallait-il qu'ils voient les sons? Pourquoi fallait-il qu'ils voient les sonorités qui étaient autour du don de la Torah? Parce que Hachem voulait que ce don de la Torah, ça ne soit pas simplement quelque chose qu'on entend. J'ai bien entendu, j'entends bien. C'est aussi quelque chose qui, d'une certaine façon, nous atteint et nous pénètre, comme si c'était aussi évident qu'une vision. C'est-à-dire que c'est pas simplement que j'ai compris, ça veut dire aussi que ça me parle, ça me concerne. Il y a une grande différence entre entendre et voir. C'est quand Moshe Rabbeinu a entendu qu'Hachem lui a dit, tu sais, les enfants d'Israël sont en bas, ils sont en train de faire une faute là avec le veau d'or, il a entendu. C'est pas pour autant qu'il a cassé les louchot. Il a entendu, mais il a gardé l'étape de la loi entière. Et quand il est descendu et qu'il a vu, à ce moment-là, il les a cassés. Et cette jvirat alouchot, cette brisure des tables de la loi, elle est plus importante et plus grave d'une certaine façon que la destruction du Beth Amikdash. C'est pas juste un temple qui a été détruit. C'est quelque chose, c'est Elohim Emma. C'est un acte, c'est quelque chose qui appartient à Hachem que je mets par terre. Mais quand est-ce qu'il l'a fait? Il l'a fait au moment où il a vu ce que faisaient les enfants d'Israël. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu lui-même, il connaissait un décalage entre la shmiya et la reïa, entre entendre et voir. Yitro n'a pas eu ce décalage lorsqu'il a entendu Matan Torah. C'est-à-dire que pour lui, il a été capable d'entendre comme s'il voyait, comme si c'était vu. Comme s'il l'avait vu. Ça veut dire, je vois bien ce qui se passe dans cette affaire du don de la Torah. Je vois ce qui me parle, je vois ce qui est en lien avec moi, je vois qu'est-ce que là-dedans, je peux faire, moi, dans ma vie. Dans le monde dans lequel nous vivons, et c'est ça peut-être pour moi, un des plus grands enjeux de la modernité, comment un juif doit réfléchir par rapport à ça, c'est que nous confondons voir avec comprendre. Nous pensons que parce que nous voyons, nous comprenons. Et donc dans cette civilisation des images, dans laquelle nous sommes imbibés, imprégnés, immergés totalement, nous pensons que nous maîtrisons les choses parce que nous les voyons. Mais en fait, il y a tellement d'images qu'on ne voit plus, il y a tellement de choses qu'on voit qu'on ne comprend plus. Un juif, c'est quelqu'un qui doit comprendre comme s'il avait vu. Mais il ne doit pas voir comme s'il avait compris. Voir, stam, juste voir, ça ne veut rien dire. Parce que c'est trompeur en image. C'est trompeur ce qu'on nous montre. Et d'ailleurs, vous voyez bien aujourd'hui, il y a tellement d'images qu'on ne sait même plus où est la vérité. Et pourtant, c'est des choses qu'on voit. Et des fois, quand on veut vous vendre un truc, on vous met vu à la télé. Vous allez chez Auchan ou c'est Carrefour, ça c'est bien, pourquoi? Vu à la télé. C'est une ashgacha badatz top niveau, vu à la télé. Ah, moi ça m'a toujours épaté ce truc-là. Les gens, la ménagère avec son caddie, vu à la télé. Ah, c'est bon, je prends. Pourquoi? Vu à la télé. C'est vu à la télé. Donc c'est parce que c'est vu à la télé, donc c'est émettre. D'accord? Un juif n'est pas si dupe que ça. C'est pas parce que c'est vu à la télé que c'est la vérité. Pour que ce soit la vérité, il faut que ce soit compris.
Donc il faut arriver à une compréhension qui soit comme une vision, mais non pas que la vision devienne la compréhension. Or, notre système à nous aujourd'hui, c'est que la vision, c'est la compréhension. Il faut faire très attention à ça. Prendre cette distance et le transmettre aussi à ses enfants. Toujours être en position critique, ce que je dis toujours, avoir toujours la position critique vis-à-vis des images. Vos enfants regardent des images, stop, arrêt sur image. Stop, qu'est-ce que tu as vu? C'est quoi? Ah ouais, mais tu sais, ça c'est des couleurs, ça c'est un truc, ça c'est faux, ça c'est déguisé, ça c'est du maquillage. Mais ça, ils ont mis tel éclairage derrière pour te faire croire qu'il y a un truc là. C'est comme ça qu'on apprend à lire les images. Comme on a appris autrefois à lire des textes, maintenant il faudrait enseigner à nos enfants comment lire des images. Moi, je suis un grand partisan de l'éducation, de la lecture des images à l'école. Aujourd'hui, nos enfants sont beaucoup plus confrontés à des images qu'à des textes, malheureusement. Donc il faut leur donner des clés de décodage des images plus que des décodages des textes. Devant les textes, on est d'une naïveté... devant les images, on est d'une naïveté confondante. Devant des images, nous sommes démunis complètement. Autant un texte, vous allez lire un article, vous allez dire « Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Mais c'est quoi, là ?» Mais non, c'est pas ça. Pourquoi il utilise ce mot? On est bon dans les textes, on a appris ça. Par contre, sur des images, on est nul. On prend les images comme elles sont. Et on les avale comme elles sont. Et elles nous travaillent, elles nous créent nos représentations comme elles sont. On n'a pas véritablement d'esprit critique par rapport à ça. Donc, ça c'est aussi un élément important. Maintenant, si on prend ces deux notions, je ne veux pas parler de 10 000 notions, si on prend ces deux notions, c'est-à-dire la communication, les textes, les SMS, tous les mails, Internet, cette espèce de globalisation, mondialisation, totalisation de toutes les discussions, de tous les rapports, de tout ce qu'on voit, cette espèce d'ouverture complète. Hein. Quelqu'un fait une photo au Brésil, là, vous la recevez en Chine 3 secondes après. Il n'y a plus de limite, il n'y a plus de lieu, il n'y a plus d'espace. C'est-à-dire qu'on est partout, tout le temps, quelque part. C'est-à-dire qu'on est nulle part, en fait. On est nulle part. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus de lieu. Or, l'homme, il s'est défini par le temps et le lieu. L'homme, c'est quelqu'un qui existe dans la durée et dans l'espace. Si vous enlevez à un homme l'espace et la durée, c'est plus un être humain. Or, tous ces objets-là nous déracinent de l'espace et de la durée. Alors, chez nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des lieux précis. Un lieu, par exemple ici, ce Beth Midrash, ce Beth Knesset, c'est pas une cuisine. Et une cuisine, c'est un autre lieu. Chaque lieu est défini, chaque lieu a sa quintessence, chaque lieu a son essence, chaque lieu a son kavod. Il y a des endroits où on peut être, des endroits où on ne peut pas être, des endroits où on peut se comporter d'une certaine façon, des endroits où on ne peut pas se comporter d'une certaine façon. On a un lieu pour prier. On a une kviaut makom. On a un lieu où on est fixe. La place où on prie. Si on fait attention à la place où on prie, c'est-à-dire quelqu'un qui prie, il doit s'arranger pour prier toujours à la même place. C'est pas parce que c'est un espèce de réactionnaire habitué à son petit train-train. C'est quelqu'un qui est couvert makom, c'est parce qu'il sait que l'existence d'un homme, elle se définit aussi par sa place dans un lieu. Donc, avec cette ouverture dans tous les sens, sans espace et sans durée et sans temps, on est en train de redéfinir ce que c'est un être humain. Et la façon dont on est en train de le redéfinir, c'est qu'il y a, de façon générale, une absence de repères. Il n'y a plus de limites, il n'y a plus de repères. On est là et on est ailleurs. J'ai entendu tout à l'heure le pape qui a fait une grande tzava'a. Il a donné un ordre à tous les gens en disant « Essayez de ne plus utiliser vos portables pendant les repas. » Voilà. Il a donné une règle, il a dit « Plus utiliser les portables pendant les repas. » C'est pas bête, il a raison. C'est-à-dire que quand on est en train de manger avec quelqu'un, c'est pas sûr qu'on soit avec lui. On est ici, on est ailleurs. Qu'est-ce qu'on est capable aujourd'hui de faire pour mettre des limites à cette espèce d'ouverture permanente de tout le temps? Oui, ça, c'est quelque chose qui est important. Et en même temps, il faut les utiliser comme des moyens. Tout le problème, c'est quand ils deviennent une fin en soi. C'est-à-dire que le portable, ou Internet, ou les images, ou les technologies, ça devient une fin en soi. C'est-à-dire, c'est pas, je les utilise pas pour faire ma vie, c'est eux qui contrôlent ma vie. C'est eux qui font que ma vie est ce qu'elle est. C'est eux qui produisent mon existence. C'est pas moi qui les utilise pour en faire quelque chose. Si Hachem les a mis dans le monde, c'est qu'ils doivent avoir une utilité. C'est que ça sert. C'est qu'il y a un service. La question, c'est de savoir que c'est un service
Mais ce n'est pas moi, ce n'est pas la chose en elle-même, ce n'est pas une valeur en soi, ce n'est pas quelque chose qui a une valeur pour elle-même. Vous savez, des midrashim très intéressants de dire qu'à tous les grands moments de la civilisation, Hachem il a donné des richesses aux hommes. Et la faute, c'était qu'ils n'ont pas su utiliser ces richesses. Que ce soit à l'époque d'Adam Arishon, que ce soit au moment du Maboul, que ce soit au moment du Dora Flaga, que ce soit dans toutes les grandes époques, il y avait des périodes de richesse inimaginables où Hachem mettait à la disposition de l'humanité des outils extraordinaires. Qu'est-ce que ces outils ont donné? Ils ont le plus souvent donné des choses pas bien. Pourquoi? Parce qu'on a fait de l'outil une fin et pas un moyen. La question, c'est pas qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux être avec mon portable? C'est à quoi le portable peut-il m'aider pour que je puisse devenir quelque chose moi-même? Ça, c'est la question. C'est pas le portable qui me fait, c'est moi qui fais le portable. Cette distance critique, eh bien, elle vient effectivement d'un attachement à certaines valeurs, à certaines façons de vivre, qui sont effectivement les valeurs de la synagogue, les valeurs de la Torah, les valeurs des mitzvot. C'est ça qui est d'une certaine façon notre vrai pare-feu. C'est pas d'aller se mettre sur une planète à part, mais c'est de prendre ces outils pour savoir comment les utiliser. Pour cela, il y a une chose qui est très importante, c'est qu'un juif doit toujours avoir à l'esprit la vision, c'est-à-dire pourquoi il fait les choses. Quel est son rôle ici? À quoi il est voué? C'est quoi son lishma? Quand on dit qu'on fait quelque chose lishma, le lishma c'est la chose la plus importante qui existe. Vous comprenez? Le lishma c'est quoi? Le lishma c'est quoi? C'est-à-dire que je fais une action, une mitzvah, une étude, une réalisation, un projet. Je le fais parce que je sais que cette chose-là, elle va m'aider à me réaliser et qu'en le faisant, je fais aussi ce qu'Hachem attend de moi. Ça s'appelle l'ishma. Nos actions, il faut tenter de les amener à quelque chose qui s'appelle l'ishma. En vérité, quand nous regardons de très près, nous le faisons très peu. Nous le faisons très peu. En fait, nous agissons. Et nous nous disons que parce que nous agissons, c'est essentiel. L'essentiel, c'est d'agir. Non, l'essentiel n'est pas d'agir. L'essentiel, c'est d'agir dans un lishma. C'est-à-dire, quel est le sens de ce que je fais et pourquoi je le fais et dans quelle direction je le fais. Qu'est-ce que ça m'apporte? Quelle est la vision que j'ai de la chose que je suis en train de faire? On y pense très peu. On est beaucoup plus dans notre époque et dans notre monde dans une dimension de mitor shelo lishma balishma. On est toujours dans cette idée-là. C'est-à-dire, je le fais maintenant, mais c'est pas lishma. Mais bien sûr, Bezrat Hashem, à force de faire shelo lishma, je vais arriver lishma. Mais on se rend compte qu'au bout du compte, on a oublié le lishma. On a oublié que l'essentiel, c'est la concentration sur pourquoi je fais cette chose. Quel est mon but? Qu'est-ce que je vise? Où ça doit m'amener? On dit, non, puisque je fais, c'est l'essentiel. Je fais, qu'est-ce que tu veux de plus? On est quelque part, je lisais ça dans un Rabbeinu Yerucham cet après-midi, on est un peu dans une époque, Rabbi Chaim de Vologine disait, on donne de l'importance à des choses accessoires, et des choses accessoires, elles font beaucoup de bruit, mais comme elles font beaucoup de bruit, on oublie l'essentiel. On oublie l'essentiel. C'est-à-dire que notre époque, elle fait beaucoup attention à l'accessoire. Je donne un exemple très simple. On va dire, par exemple, on voit des gens, c'est pas une critique, hein, Chas v'Shalom. On les arrête dans la rue pour leur mettre les tefilines. C'est magnifique. On arrête dans la rue, on met les tefilines. Et on est très heureux de ça. On te rend compte, cette personne, peut-être c'est la première fois de sa vie qu'elle met les tefilines. Ou bien, grâce à cette personne qui l'arrête et qui lui met les tefilines, eh bien, il a pu faire la mitzvah des tefilines. C'est vrai, c'est merveilleux. Qui va critiquer une chose pareille? On peut critiquer une chose pareille. C'est pas critiquable. C'est merveilleux. Il va pouvoir réaliser la mitzvah des tefilines dans la rue. Il n'a pas eu le temps, il n'a jamais fait. Oui, il sait qu'il est vaguement juif et voilà, on l'arrête, on lui dit mets tes tefilines. C'est beau. C'est tellement beau qu'on en oublie l'essentiel, qui est qu'il faut savoir pourquoi on met les tefilines. Et cette question de savoir pourquoi on met les tefilines, on ne se la pose plus parce qu'on dit l'essentiel c'est de les mettre.
C'est pas vrai, l'essentiel, c'est pas de les mettre. L'essentiel, c'est de savoir pourquoi on les met. Il y a une Gemara dans Masechet Orayot que j'ai pas du tout l'intention d'expliquer ce soir, qui est très difficile à comprendre. Hein. Au Dafiout, vous regarderez, dans Masechet Orayot, c'est marqué là-bas qu'une Avera Lishma, c'est plus grand qu'une mitzvah chez l'Olishma. C'est quelqu'un qui a été obligé de transgresser Khalila pour pouvoir faire la volonté d'Hachem. Il a transgressé, il a fait une Avera pour pouvoir faire le Lishma que Hachem attend. C'est plus grand que quelqu'un qui fait une mitzvah, mais chez l'Olishma. C'est incroyable. Pourquoi? Parce que dans la Avera, c'est un acte, mais on voudrait qu'il n'ait jamais eu lieu. On ne veut pas de cet acte. Il représente rien, et Alvaï qu'il n'ait jamais existé. Mais comme on l'a fait l'Ishma, la dimension de l'Ishma, parce que je sais pourquoi je le fais, prend une dimension qui, d'une certaine façon, efface la difficulté de l'acte, ce qui est là de difficile. Et d'une certaine façon, ça le met au-dessus d'une mitzvah qui est un acte au contraire qu'on veut. On veut mettre les tefilines. Eh bien, ça l'efface d'une certaine façon parce que dans cet acte que l'on a fait, on a oublié l'essentiel qui est qu'est-ce que je cherche? Vers quoi je tends? Où je vais? Si vous avez un Messilat Yesharim, parce que malheureusement je ne le connais pas par cœur, mais c'est ce que dit Messilat Yesharim au tout début, dans la première phrase du Messilat Yesharim, c'est dit Mavato Magamato. Un homme, qu'est-ce qu'il doit viser dans la vie? C'est ce qu'il voit et vers quoi il tend. Ça, c'est l'essentiel. Ah, maintenant on valorise des choses. Il y a un texte très connu de Rabbi Chaim de Volojine qui dit la chose suivante. Il dit tout le monde veut faire Teshuvah. On dit la Teshuvah, donc c'est une notion très importante dans le judaïsme, la Teshuvah. Alors on dit que dans la Teshuvah, il y a des choses importantes. Il faut Azivatachet, abandonner la chose, Harata, il faut regretter. Et puis aussi, il y a des textes qui ramènent, c'est important, que quelqu'un qui pleure, s'il pleure en regrettant les actions qu'il a faites, alors il a un niveau. Mais il dit aujourd'hui, on a concentré tout sur les pleurs et rien sur abandonner la faute. C'est-à-dire que quelqu'un pense que parce qu'il a pleuré, c'est bon, il a tout fait. C'est-à-dire, on est dans ce truc, c'est-à-dire où des choses subsidiaires, c'est bien de pleurer, c'est pas l'essentiel. Les choses subsidiaires cachent les choses essentielles. Mais l'essentiel, c'est Azivatachet, c'est abandonner la faute. Pas de pleurer, pleurer, tant mieux, si tu pleures, c'est bien. C'est la cerise sur le gâteau. On fait de la cerise le gâteau. Pourquoi j'insiste sur cela? Parce que tout le monde connaît la Gemara dans Masechet Avodah Zara, au début tout début de la Masechet. Là-bas, c'est marqué les Atid Lavo, dans les temps à venir, dans les temps messianiques. Mais via Kadosh Baruch Hu Sefer Torah Bechiko, Kadosh Baruch Hu, il viendra avec un Sefer Torah dans ses mains et il dira, Vermar, Kol mi she'asak bo yavo veitol scharo. Tout celui qui s'est occupé de cette Torah, qui vienne et qu'il vienne prendre sa récompense. Tout de suite, tout de suite, il y a tous les peuples qui viennent se présenter devant Hachem. Ça veut dire que quand Hachem va dire cette chose-là avec le Sefer Torah dans les mains, c'est pas qu'il s'adresse aux Juifs. Il est en train de s'adresser aux nations, puisque tout de suite les nations, ce qu'elles font, c'est qu'elles viennent se grouper autour de lui pour dire hé, nous on a fait des trucs. C'est quoi? C'est pas la mitzvah du Korban Pessah, c'est pas Mila, c'est pas. Ils viennent prendre du récompense sur quelque chose de la Torah. C'est quoi? La question, c'est en fait ceux qui ont permis que la Torah puisse être étudiée, alors qu'ils viennent et qu'ils prennent leur récompense. Parce que sinon, les Romains, les Perses et tous les peuples qui m'ont passé en revue dans la Gemara n'ont rien à faire avec la Torah. Kolmi she'asakba yavo veitol scharo. Tous ceux qui s'occupaient, qui viennent prendre. On voit les Romains qui débarquent, les Perses, les Ishmaélites, tout le monde est là. Toutes les nations viennent. Quel rapport ils ont avec la Torah? L'idée sous-jacente, c'est ceux qui ont permis que la Torah soit étudiée. Je vous la fais courte. La première civilisation qui vient, c'est les Romains. Édom, le monde occidental. Ça tombe bien, c'est le monde dans lequel nous vivons. Et ces Romains disent, nous avons construit Arbe Shvakim Takinu, nous avons fait beaucoup de marchés.
Des marchés, nous avons fait des marchés. Les marchés au sens marché, le marché. Mais ça peut être aussi les marchés tels que nous les connaissons aujourd'hui. Comme c'est connu que Rome, c'est une ville où il y avait 365 marchés. Ça veut dire quoi 365 marchés? Parce que Rome, c'est l'empire du soleil, c'est le monde qui calcule leur calendrier avec le soleil. Le soleil, c'est 365 jours. Ça veut dire que toute la vie, tout le calendrier, chaque instant de la vie était concentré sur le marché. C'est-à-dire le commerce, business, gros business. Nous avons fait aussi des machatsaot, on a fait des bains publics, c'est-à-dire des endroits pour le plaisir du corps, civilisation du corps. Machatsaot, c'est des bains publics, dans les bains publics on fait tout. C'est un espace de sexualité, c'est un espace de massage, c'est un espace de tout. C'est notre monde, d'accord? Vous sortez 3 minutes dans la rue, vous marchez, vous voyez les affiches, vous avez compris, c'est ça machatsaot. Et ensuite, nous avons fait aussi une monnaie qui va dans le monde entier, une matbéa, qui va dans le monde entier, qui est connue dans le monde entier. Bon, alors c'est le sterce romain, ça peut être le dollar, ça peut être ce que vous voulez. C'est le monde occidental. Édom, c'est toutes les civilisations dans l'histoire qui ont eu comme symbole l'aigle. D'accord? Parce que dans les visions de Daniel, l'aigle, c'est le dernier exil, et c'est celui qui représente Édom. C'est Esav, Édom, le monde occidental. Donc ça peut être les Romains, ça peut être Napoléon, ça peut être Marchemam, les nazis, ça peut être aussi nos amis les États-Unis, ça peut être tous ces gens-là ont l'aigle. Vechol ma she'asinu bishvil Israël asinu. Et tout ce que nous avons fait, nous ne l'avons fait que pour Israël, kedeshit asku batorah, pour qu'ils puissent étudier la Torah. Voilà comme dire. Hachem leur dit, shotim sheba olam, insensé du monde, fou du monde, shotim, shoté, fou, shotim sheba olam, kol ma she'asitem bishvilchem asitem. Tout ce que vous avez fait, vous ne l'avez fait que pour vous. Alors après, il leur dit pourquoi ils ont fait des choses, pourquoi ils ont fait des trucs. Bon. La question qui est ramenée par beaucoup de Mefarshim, Gaon de Vilna entre autres, mais d'autres, c'est pourquoi Hachem leur dit Shotim sheba olam, insensé du monde. Il n'aurait pas dû leur dire ça. Il aurait dû leur dire Shakranim sheba olam, menteur du monde. Vous mentez, vous n'avez pas fait ça pour les Juifs. Pourquoi il leur dit fou? Il faut leur dire fou, il faut leur dire menteur. Vous avez menti. Alors une des réponses qui est ramenée par le Sifté Chaim, Raphaël Friedlander, sur Sukkot, dans son Sefer Moadim sur Sukkot, là-bas il explique la Gemara, parce que là-bas ça finit sur une histoire de Souka. Alors il dit la raison c'est la suivante, c'est que Behemet, tout ce qu'ils ont fait a servi aux Juifs pour qu'ils puissent étudier la Torah. C'est-à-dire que tous les éléments de création des bains, de la sophistication du monde romain et de la monnaie et du commerce et de tout ce qui représente cette civilisation. Fondamentalement, ça a servi le peuple juif pour qu'il puisse étudier la Torah. Donc ici, quand ils le disent, ils ne mentent pas, c'est vrai. La seule chose, c'est qu'eux n'ont pas mis cette signification là-dedans. Et donc il leur dit, vous êtes des shotim. Shotim, ça veut dire insensé, insensé au sens de l'éacide, comme dans Isha Sota. C'est-à-dire, elle a dévié, elle est sortie du sens. Elle a été prise d'un vent de folie. Elle a déraillé. Donc ça veut dire quoi? Vous avez déraillé du sens. En d'autres termes, vous n'avez pas été capable de mettre du sens dans toutes les choses extraordinaires que vous avez mis en place, que vous avez créé. Et c'est ça, ce reproche, quand Hachem le fait aux nations, il le fait aussi à nous. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous vivons dans cette modernité, nous-mêmes, nous avons ces questions. Mais, Béhémet, est-ce que nous sommes capables de leur donner du sens? C'est ça où on nous attend.
C'est-à-dire, le portable en soi, les images en soi, c'est pas forcément quelque chose d'absolument et de totalement négatif. On ne peut pas dire que tout ce qui arrive dans le monde, qui est moderne, on va rejeter l'hygiène, on va rejeter les découvertes scientifiques, on va rejeter les découvertes médicales, on va vivre hors de ce monde-là. Mais non, on vit dans ce monde, c'est le nôtre. Mais il faut lui donner son sens. Pour ne pas être des chotim chez Baolam. Il y a une histoire dans la Gemara qui dit qu'une fois, je crois que c'est Rabbi Pinchas Ben Yair, il passait à côté d'une ville, alors il avait très chaud avec son âne, il s'est assis, il s'est mis à côté d'une muraille, il y avait de l'ombre, il s'est mis à l'ombre là-bas. Il dit merci Hachem que tu as créé cette muraille pour Rabbi Pinchas Ben Yair, que je puisse après aller faire Pidyon Shvuim. Ça veut dire que la muraille elle-même, elle n'était pas là parce qu'il fallait faire une ville, c'était parce qu'à un moment, comme Rabbi Pinchas Ben Yair avait besoin de faire une mitzvah, alors il s'est dit Hachem a mis cette muraille ici pour que ça fasse de l'ombre, pour que je puisse faire une mitzvah. C'est-à-dire de voir comment, dans le monde qui nous entoure, on peut saisir tous ces éléments-là pour en faire quelque chose d'intéressant et de fort. Et effectivement, la personne qui a appelé avant Shabbat pour savoir si ce qu'il allait recevoir était permis de tirer profit pendant Shabbat à quelques minutes de la Shkia, ben oui, oui. Ici, on peut dire que le portable, il va servir. Vous comprenez, si aujourd'hui on peut aller... Shabbat dernier, j'étais à Yerushalayim, j'ai pu prier au côté, j'ai fait des shiurim, on a pu étudier à Yerushalayim. Dites ça à des gens d'il y a un siècle. Comment, Shabbat dernier, mais il fallait 3 mois pour arriver. Comment tu as pu aller là-bas, faire un cours, revenir? Comment tu as fait? Tu étais avec qui? Comment... Ben, ça veut dire que les avions, ils ont été créés parce qu'on leur donne un sens. On donne un sens aux avions. Les avions, ça peut servir à ça. Oui. Il peut y avoir à un moment des livrets Torah sur un portable, il peut y avoir des conférences sur Internet, il peut y avoir des choses qui me rapprochent, qui me restent, qui me laissent. Il y a un dafayomi qui peut être suivi sur tel ou tel... Et c'est de l'étude, il y a de l'étude. Donc ça, c'est quelque chose qui est véritablement à signaler et à utiliser. Alors bien sûr, il faut aussi l'utiliser avec précaution. Ça ne veut pas dire, pas seulement dans quelque chose qui n'est pas cachère, mais même dans quelque chose qui a l'air d'être cachère. Je fais part ici d'une réflexion que j'ai vue dans la Gemara Shabbat, je crois que c'est dans le Perek HaShoel. La Gemara là-bas dit que il fut un temps où le Shabbat, on n'avait pas le droit de lire des textes d'Ektuvim. D'accord, vous savez que la Torah, c'est le Pentateuque, c'est les prophètes et c'est les hagiographes, le Tanakh, Torah, Nevi'im, Ktuvim. Les Ktuvim, les hagiographes, il fut un temps où Shabbat, c'était interdit de lire ça Shabbat. C'est livré Torah. Par exemple, c'est Esther, Megillat Ruth, Kohelet, Shirachirim, pas vendredi soir avant Shabbat, mais pas, on ne lit pas. C'est interdit. J'ai envie de lire Esther, je ne peux pas lire. Le Midrash sur Daniel, je n'ai pas le droit de lire. Vous remarquerez d'ailleurs que dans le Shabbat, aucune haftara n'est tirée des Ktuvim. Toutes les haftarot sont des Nevi'im. Il n'y a aucune haftara dans les Ktuvim. C'est resté. La Gemara dit pourquoi. Elle dit parce que le Shabbat, il y avait un cours le matin, avant le repas, qui était un cours de halakha, dans la synagogue. Et donc on avait peur que si les gens ils pouvaient lire ces livres-là le Shabbat, ils allaient rester chez eux tranquilles et ils allaient lire ces textes, ces midrashim, sur Esther, sur Ruth, qui sont des livres qui prennent. C'est intéressant. Ça nous capte. Et donc on ne va pas après aller au shiur de halakha. Or le shiur de halakha il est très important parce que c'est un shiur où je vais apprendre comment il faut que je fasse. C'est intéressant de voir ça. Parce qu'aujourd'hui, on oublie avec tous les nouveaux moyens de communication. Et d'ailleurs, là, on est en train de filmer. Les gens, ils vont le voir. Et d'ailleurs, ils auront tellement l'habitude de le voir qu'après, ils vont se dire, mais c'est pas la peine que j'y aille, je vais le voir. Or, c'est très important de se déplacer. C'est très important. Vous pouvez vous dire, mais Monsieur Sultan, c'est ça. Monsieur Sultan, il a filmé très aimablement. En vérité, dans une semaine, 2 semaines, quand il aura monté le truc, il aura mixé, il aura fait un petit travail avec sympathique, ben je le verrai chez moi tranquille à la maison. Je me le mets dans ma voiture, je m'enregistre. Qu'est-ce que j'ai besoin? C'est la technologie, c'est le monde moderne. Aujourd'hui, vous avez les plus grands shiurim du monde dans votre salle à manger.
vous cliquez YouTube, vous voyez le Gadol Hador qui vous parle. Il ne faut pas oublier d'aller au cours de Halakha. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que même si on a tout ça, ça peut faire qu'on ne sort plus de la maison. Et donc on vive une Torah dans une boîte, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est une Torah en boîte. Comment? J'ai pas dit. Mais c'est une Torah dans une boîte. Je pense que même ceux qui font la Torah dans la boîte, ils ne veulent pas ça. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut aller écouter le Rav à la synagogue, c'est tout. Il faut aller faire une chevruta avec son ami. Il faut s'asseoir, c'est fatigant, et je ne sais pas où me garer, et je prends ma Gemara, et j'ouvre, et j'ai le gars en face de moi, et je me fatigue la tête pour faire ce qu'il faut que je fasse. Et il faut faire attention que ces technologies-là ne nous rendent pas, nous aussi, des amateurs de la Torah virtuels. Parce que c'est virtuel. Ouais. Je discutais avec une enseignante de Kodesh il n'y a pas longtemps, qui avait préparé un cours très intéressant. J'ai dit, où vous avez préparé ce cours? Qui vous a fait, ben, j'ai suivi le cours de tel Rav sur Internet, et j'ai fait tout le shiur. Il y avait 6 shiurim, je les ai suivis, j'ai tout noté, j'ai fait... J'ai dit, vous ne pouvez pas transmettre quelque chose que vous n'avez pas reçu. C'est méchant, hein? Objectivement, elle ne l'a pas reçu puisque la personne ne s'adressait pas à elle, il s'adressait à tout le monde. Donc à personne. Donc à un moment, il faut bien comprendre que suivre un shiur sur Internet, c'est pas suivre le shiur vraiment. Parce qu'un shiur, c'est quelqu'un où je dis, hey, stop, oh, pas d'accord. C'est vrai que vous ne le faites pas beaucoup ce soir, mais c'est pas grave, vous le ferez sur... Mais c'est ça un shiur. Un shiur, c'est un moment où je dis, je suis pas d'accord. Je n'ai pas compris. Pourquoi vous dites ça? Et je vais adapter d'ailleurs, parce que ce que je dis ce soir, je le dis parce que c'est vous. Peut-être que s'il y avait d'autres personnes, j'aurais dit autre chose. Ce qu'on dit s'adapte. La première valeur de quelqu'un qui s'exprime en public, quand j'ai formé des rabbins pendant des années à l'école rabbinique, c'était de leur dire d'abord, vous prenez le pouls de l'assistance. Vous ne pouvez pas tout dire n'importe comment. Il faut d'abord regarder les gens, essayer de voir comment ils sont, qu'est-ce qu'ils entendent, qu'est-ce qu'ils sont prêts à entendre. C'est marqué. Il ne faut pas dire une chose qu'une personne ne peut pas entendre. Ça veut dire quoi, elle ne peut pas entendre? Parce que je sens que ce n'est pas son niveau d'entendement. Elle veut entendre certaines choses. Il ne faut pas dire des choses qui ne sont pas audibles. Donc, quelque part, j'adapte ce que je dis à ce que vous êtes, à ce que je sens que vous êtes. Peut-être que je me trompe. C'est sûr que je me trompe même, parce que je pense que vous devez comprendre des choses, mais en vérité, c'est pas sûr que vous compreniez ce que moi je dis. Mais c'est pas grave. On a partagé un moment ensemble. Et si ça vous intéresse, on peut clarifier les choses. Mais quand on est constamment derrière un écran, qu'est-ce qu'on clarifie? On clarifie rien du tout. Donc, les enjeux de la modernité, ils sont passionnants. Ils sont passionnants. Il faut les utiliser. Plus qu'on peut. Mais en même temps, savoir que rien ne remplacera jamais la relation réelle, la relation concrète avec le Rav, avec celui qui peut vous enseigner, avec celui qui est avec vous. Ça, c'est quelque chose d'important. Je vais terminer sur une idée qui continue. Oui, madame. En fait, après, on pourra éventuellement... Mais dites, je vous écoute. Là, vous parlez de relation d'homme à homme. Vous ne parlez pas de relation d'homme à livre. Ça veut dire qu'on peut faire un shiur uniquement à 2 personnes qui se contredisent avec un texte et pas une personne avec un texte. Parce que le texte ne contredit aussi peu. Quand on n'a pas le choix, alors on peut essayer de faire tout ça seul avec un texte, mais c'est évident, Rachid l'explique, on a ramené ça dans différents textes, que seul avec un livre, c'est une épée de Damoclès sur la tête. C'est-à-dire que si je suis seul avec mon livre, je peux m'imaginer que je le comprends. Et donc je vais imaginer des explications de ce livre tout seul. Tout seul, c'est pas bon. Regardez l'explication de Rashi sur la Mishnah dans Pirkei Avot, Aseh lecha rav, ukne lecha chaver. Regardez ce qu'il dit là-bas. C'est-à-dire qu'il faut être dans un échange. La Torah, ça passe par un échange. On ne peut pas être que exclusivement dans une espèce de rapport solitaire au texte, parce qu'on le lit et qu'on se fait soi-même une idée, qu'on se rêve soi-même ce qu'on comprend, etc. Ça peut être à certains moments parce qu'on n'a pas le choix. Mais ça ne peut pas être la seule façon de se confronter à la connaissance de la Torah. On a toujours besoin d'un échange, d'un partage, une chevruta. On est platonicien. Hein? Je dis on est platonicien.
C'est exactement la critique que Platon fait à l'écrit. Oui, exactement. C'est-à-dire cette espèce voilà, de miroir de moi-même dans laquelle je peux m'oublier, dévier du sens, parce que je vais lire ce qui m'arrange. Et c'est l'autre qui va me sortir de cette espèce de trop grande complaisance à l'égard de moi-même dans la compréhension d'un texte. Kedem reinche, comme disent les gens, revruta ou metuta. La Gemara, elle ramène ce texte-là, elle dit, ou j'ai un ami pour étudier, ou c'est mieux la mort. Et ça veut dire parce que si je suis tout le temps en train de me parler à moi-même, c'est la grande solitude du conférencier. C'est une position, une posture terrible de celui qui parle, s'écoute parler, est écouté parler. Si on n'a pas un moment après des cures de désintoxication de Chevruta, et qu'on se fait que parler tout seul en s'écoutant parler, c'est très très dangereux. C'est par l'échange, c'est par la dynamique, par la dialectique aussi, qu'on arrive à quelque chose. Sinon... Oui. Donc le risque du texte, ou le risque d'Internet, ou le risque de ces cours en boîte, c'est qu'à un moment, on est tout seul. On peut s'imaginer des choses. D'accord ? Simplement pour conclure maintenant sur cette question-là, après vous pourrez éventuellement intervenir, c'est que nous vivons une époque formidable, malgré tout. Parce que je vais vous dire que toutes ces notions-là, d'image, d'Internet, ça a l'air très très grave. Hein, ça a l'air très grave. En vérité, c'est pas si grave que ça. Vous savez pourquoi c'est pas si grave que ça? C'est parce que, en fait, derrière tout ça, il n'y a que du technique. Il n'y a aucune idéologie. Je veux dire, si, il y a une idéologie commerciale. Ce qu'on veut, c'est qu'on achète. En fait, on nous cible comme des futurs acheteurs. Ce qu'on est, dès qu'on achète un portable, dès qu'on envoie un message, on est rentré dans la catégorie « qu'est-ce qu'il peut acheter ?» Donc on est dans le monde du chouk. D'accord? Mais c'est un monde de chouk dans lequel il n'y a pas d'idéologie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là qu'il y a encore 50 ans, 40 ans, 50 ans, les Juifs étaient confrontés à un autre type de modernité, qui n'était pas du tout la modernité technologique, qui était une modernité idéologique. Et sachez qu'à l'époque, pour se dépêtrer des idéologies, marxistes, trotskistes, ce qu'on voudra, post-68ard, pré-68ard, bundistes, tout ce qu'on voudra, hein, les idéologies ne manquaient pas, on était dans un monde d'idéologies. La politique, ça avait du sens. Combien de Juifs se sont complètement absorbés là-dedans? Il fallait résister à ça. Pensez que des Juifs, à l'époque de Spinoza, ils étaient confrontés à des choses bien plus compliquées qu'un portable. Parce qu'ils étaient vraiment dans un débat d'idées qui touchait aux profondeurs de l'être. Aujourd'hui, nous sommes dans une vraie rupture avec ce monde des idéologies. Les idéologies se sont toutes effondrées. C'est pour ça qu'il y a l'émergence aujourd'hui d'anti-idéologie. Quand la montée de l'islam, c'est des montées d'anti-idéologie. C'est la non-idée. C'est le système mortifère, c'est la mort. Il n'y a plus d'idées. Et il y a une espèce aussi de rupture globale, totale de confiance dans le politique. Plus personne n'accorde d'importance à des idées. C'est-à-dire que les idées vont changer le monde. On veut à tout craint nous ramener à cela, mais c'est très compliqué. Et même si on adhère à des valeurs de démocratie, de liberté, de choses, c'est vrai, mais ce n'est pas ça qui va nous empêcher d'être juifs. Il faut savoir qu'autrefois, les idéologies empêchaient d'être juifs. C'était un combat bien plus grave et bien plus dangereux que le combat des technologies et du plaisir des sens. Aujourd'hui, ce qui reste, c'est ça, les vacances organisées et les téléphones portables. Les valeurs de la Torah, elles ressortent naturellement. Dans un monde où c'est vide, il suffit d'ouvrir un livre de Torah, de regarder ce que ça raconte, et on voit tout de suite qu'il n'y a pas photo. Il fut un temps où c'était beaucoup plus compliqué. Donc nous avons d'une certaine façon, et ça je dis que c'est quelque chose qui est annonciateur de la Géoula, nous avons une facilité aujourd'hui d'entendre le discours de la Torah comme jamais auparavant. Et c'est une évidence. Ça apparaît presque comme une évidence. C'est tellement clair, c'est tellement sain, c'est tellement équilibré, c'est tellement profond, comparé à toutes sortes de systèmes dans lesquels on nous raconte des choses complètement soit inconvenantes, soit des élucubrations sur tout et n'importe quoi. Quand on voit la sagesse
de la Torah, comment elle a traversé les époques, comment elle a traversé les idéologies, comment elle a signé quelque part l'histoire de la sagesse du monde. C'est tellement simple aujourd'hui de se rapprocher de Torah et Mitzvot que nous vivons, j'ai envie de dire, une époque formidable. Il nous manque peut-être maintenant la nécessité de se fatiguer un petit peu, d'aller chercher le sens. Il ne faut pas que ce soit non plus trop facile. Ce n'est pas une adhésion comme ça, simplement euphorique, enthousiaste à un système qui a l'air tellement super, on va y aller, c'est trop génial. Non, non, c'est bien. N'oubliez pas que, comme dit Rabbi Chaim, ce n'est pas le subsidiaire qui doit devenir l'essentiel. L'amour, la joie, l'envie, c'est magnifique. Mais n'oublions pas le lishma, c'est-à-dire de comprendre, de savoir pourquoi, de chercher, de savoir ce qu'Hachem attend de nous à travers ces mitzvot, vous comprenez. Et puis, on a un moment extraordinaire, je vais terminer aussi sur ça, mais c'est que nous vivons une époque extraordinaire, c'est une époque de Géoula. C'est-à-dire que pendant des siècles, le peuple juif a tout donné aux nations dans lesquelles il a vécu. Il a tout apporté. Il a créé, il a enrichi, il a inventé. Il a été à l'origine et de l'homo sapiens et de l'homo faber. Il a tout fait, il était dans tous les domaines. Il a produit des Spinoza ou des Bergson, et il a produit des Einstein. Il a tout produit. Il a apporté à toutes les cultures. Il a transcendé toutes les cultures. Il a même parfois mieux compris la culture des pays dans lesquels il était que ceux qui vivaient dans leur pays. C'est-à-dire qu'il a fallu des philosophes juifs pour expliquer aux nations c'est quoi la philosophie de leur pays. Vous comprenez? On a vu ça en Allemagne, on a vu ça en France, on a vu ça dans tous les grands pays où les juifs étaient. Nous vivons aujourd'hui un moment extraordinaire. C'est que cette période est en train de prendre fin. Et que nous sommes maintenant en train de comprendre qu'il va falloir construire quelque chose chez nous à la maison. C'est choquant, parce qu'on est convaincu que chez nous c'est ici, c'est rue Pelleport. Bien sûr, dans ce Beth Knesset, c'est chez nous. Ici, personne ne peut. Ça, c'est un Beth Amikdash Merat. C'est un petit Beth Amikdash. C'est Yerushalayim. Ici, c'est Yerushalayim. Mais notre monde aujourd'hui, j'ai envie de dire nos jeunes, sont en train de vivre un mouvement historique extraordinaire, où ils sont en train de comprendre que maintenant, tout ce qu'on a apporté, et toute notre capacité créatrice, et tout notre génie, il va falloir maintenant aussi l'apporter sur notre terre, à notre peuple, à l'instant présent. Ça aussi, c'est quelque chose qui fait que notre époque est une époque formidable. Et c'est ça qui fait qu'il y a tellement de raisons d'espérer, d'avancer, de continuer à se rapprocher, de continuer à travailler, de continuer à étudier, parce que maintenant on va pouvoir véritablement produire quelque chose qui va être constructif, pas seulement pour les exils dans lesquels nous sommes, ça c'était une nécessité, Hachem l'a voulu. Hachem avait besoin que les Bnei Israël soient répandus dans le monde pour apporter quelque chose au monde. Il y a un Rachid très connu dans Masechet Ta'anit, au début de Masechet Ta'anit, où il dit les Bnei Israël sont éparpillés dans le monde comme les 4 vents qu'il y a dans le monde, parce que de la même façon que le monde ne peut pas tenir sans le vent, alors le monde ne peut pas tenir sans les Juifs qui sont éparpillés. Mais ce moment maintenant de Kibbutz Galuyot, c'est-à-dire qu'on est doucement mais sûrement en train de réunir les exils, que les exils sont en train de se réunir, ben ça aussi ça fait partie de notre modernité et je pense qu'il faut faire tout pour ne pas passer à côté d'un événement pareil qui est quelque chose d'extraordinaire. Voilà, Shavua Tov. Alors, oui, monsieur. Il y a souvent une vision qui oppose les paroles des enfants. Actuellement. On assiste beaucoup après le bac à ce que nos enfants, nos fils en particulier, veuillent aller à la yeshiva. La vision des parents, c'est plutôt de faire des études, parce qu'on veut que ces enfants deviennent autonomes et puissent assumer une famille. Et bon, alors, il y a des situations où, bon, finalement, après le bac, l'enfant va à la yeshiva. Il y a des situations où, après les études, l'enfant va aller étudier en yeshiva. Est-ce que c'est pas un moyen d'aller sur sa planète dont vous avez parlé, où on est un peu coupé du monde? Est-ce qu'il n'y a pas un risque que l'enfant ne veuille plus sortir de cette planète un peu idéale? Et est-ce qu'il faut convaincre ses enfants que c'est un temps limité, que l'étude à la yeshiva ne peut être que limitée? Je ne sais pas si on peut convaincre quelqu'un de quoi que ce soit. Moi, je pense déjà, je regarde le miracle. Vous voyez la période qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire, on est dans une époque où c'est les enfants qui disent « Papa, je veux aller à l'Yeshiva ». C'est-à-dire que c'est assez fou quand même en soi.
Et les adultes sont en train de dire non, non, il ne faut pas que tu ailles à la yeshiva, il faut quand même que tu t'occupes de ta vie. Et les parents qui sont eux-mêmes d'ailleurs très engagés. Ouais. Moi je pense qu'il faut laisser le jeune se découvrir. Tant qu'on peut l'aider et l'accompagner dans ce parcours, il faut le laisser se découvrir et il comprendra par lui-même que soit il est fait pour l'étude, et soit il faut qu'il revienne après faire quelque chose dans le domaine du concret. Je ne crois pas qu'il faut convaincre quelqu'un de... Je ne vois pas les choses comme ça. Moi, je vois l'épanouissement. Si l'enfant s'épanouit dans cette dynamique-là, qu'il sent qu'il est heureux dans le monde de la yeshiva, qu'il progresse, qu'il étudie, qu'il apprend, tant qu'il progresse, qu'il étudie, qu'il apprend, et qu'on peut l'aider, et qu'on peut le suivre, il ne faut pas se poser de questions, il faut y aller. Parce que quelque part, c'est en contradiction avec tout ce qu'on a fait. C'est-à-dire, si vous, dans vos valeurs, et dans les écoles où vous les avez inscrits, les valeurs que vous avez données, tout ce que vous avez fait, c'était pour qu'ils se consacrent enfin, dans un endroit où la valeur dominante, c'est la Torah, vous ne pouvez pas lui reprocher, après avoir fait tout ce parcours, de dire « j'ai envie d'aller étudier à la yeshiva ». Il y a une contradiction, vous voyez. Et entre lui reprocher et lui dire « ça ne peut être qu'un temps limité ». Bon, ça c'est à vous de voir. Et après, il fait ce qu'il veut. S'il veut vous écouter, vous écoute. Sinon, il ne vous écoute pas. Mais s'il n'a pas envie de vous écouter, il ne vous écoutera pas. Mais comprenez jusqu'à quel point, quelque part, vous êtes en contradiction avec ce que vous avez dit. Vous savez, c'est comme la blague du gars, un copain qui rencontre un autre copain. Il dit « tu te rends compte, mon fils veut aller à l'Yeshiva ?» Il fait « oh là là !» Et ma fille, elle fait, ça y est, séminaire, elle n'en sort plus, ça fait 3 ans. « Oh là là !» Dis-moi, t'as vérifié tes mezuzot ? Attends, t'as voulu ça, t'es religieux, tu le fais, il faut assumer. Voilà. D'autres remarques, d'autres questions? Oui. Pour revenir à la question importante que vous disiez de ce qui m'intéresse, là, de la diffusion des messages, des conférences, etc. Oui. Enfin, j'ai beaucoup réfléchi à cette question, et j'ai abouti à la conclusion qu'il faut quand même le faire. Ah, mais moi je pense que c'est fondamental que vous le fassiez. Même si des gens viennent effectivement, on a peut-être moins de monde que d'habitude, parce qu'ils se disent, moi je vais voir chez moi, Jean-Jacques il va faire ça une semaine ou deux. Mais après, si on va plus loin, il y a des gens, si vous voulez, qui sont un peu isolés, qui ne peuvent pas se déplacer, et qui sont très contents de regarder ces vidéos, parce que j'ai été dans les statistiques de YouTube, et j'ai été étonné de voir... Au Canada, ils regardent ça. En Angleterre, aux États-Unis, partout, en Israël. Donc ça veut dire quoi? C'est pas le travail qu'on fait, parce que bon, je suis quand même aidé par la synagogue, je ne suis pas tout seul à faire le travail. C'est que c'est une diffusion des conférences. Parce que ce qui m'a un peu énervé, au début, si vous voulez, quand j'étais en conférence, c'est qu'on s'en va, et puis on oublie. Oui. On oublie. Là, on n'oublie pas. La personne qui a envie de regarder, on a déjà 30 vidéos, il peut reprendre tous les grands raves qui sont venus ici, et ça le forme. Et ça lui donne envie de continuer. Et c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé. Sans ça, je ne serais pas ici aujourd'hui. Oui. Ça fait 31e fois ou 32e Non, mais je suis complètement d'accord. Avec le travail que ça fait, mais je me dis, ça sert à la communauté, et ça développe la Torah, et ça développe beaucoup de choses à ce niveau-là. Voilà. Je tenais à vous dire ma conclusion. Exemple de l'Ishma. Oui, bien sûr. Là, non, moi, surtout, ce n'est pas du tout mon propos. Hein. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est que celui qui regarde cette vidéo, il doit toujours se dire à un moment donné, en quoi cette vidéo m'empêche-t-elle d'aller à un vrai cours? C'est un complément, à mon avis, il faut que ce soit un complément. Voilà, il faut que ce soit un complément. Donc c'est ça le lishma. Le lishma, c'est de savoir, voilà, ça c'est parce qu'à ce moment, je ne peux pas faire autre chose que ça. Donc ça, je vais le faire. Et puis une personne qui est complètement perdue dans un endroit où il n'y a rien, alors ça ne se discute même pas. Mais si je sais que le soir où je regarde ça, il y a un rave à la synagogue, ou il y a quelqu'un qui fait un cours, ou il y a un jour de halakha, ou il y a quelque chose, et que je n'y vais pas, et que je trouve un alibi d'une certaine façon, en disant, tu sais quoi, je vais étudier à la maison, en regardant ma petite vidéo, là c'est une question que je dois me poser. Je vais me dire non, là ça m'empêche d'aller à mon vrai cours. C'est le paradoxe que vous disiez tout à l'heure, on vit une époque formidable. Hein. Voilà, vous avez conclu autrement, vous avez conclu en disant on vit une époque formidable justement car on peut étudier, voir des shiurim et peu importe quoi à travers le monde à tout instant et à n'importe comment. Mais elle est formidable. Non, c'est pas paradoxal, c'est le paradoxe de l'homme. C'est-à-dire, c'est intéressant et c'est formidable si je sais le gérer. Voilà. On vit par exemple, aujourd'hui la révolution la plus importante, c'est pas ça. La révolution la plus importante pour les gens qui sont rentrés dans l'étude de la Torah, c'est la révolution de la traduction
et la révolution du travail d'approfondissement. Vous avez aujourd'hui des livres qui vous permettent d'en savoir 10 fois plus que des gens qui étudiaient il y a un siècle en 2 minutes. D'accord? Ça veut dire qu'il faut être à la hauteur aussi de ce qu'on apprend. Vous avez des collections du Talmud aujourd'hui qui sont éditées, qui sont faramineuses, qui permettent à quelqu'un qui, avec un minimum d'effort, peut avoir accès à des connaissances dans le domaine talmudique qu'on n'aurait jamais pu avoir il y a 50 ans. Quand nous étions à la yeshiva il y a 30 ou 40 ans, quand on butait sur un mot, il fallait passer 3 heures pour traduire ce mot. Mais c'était parfois une perte de temps, parce qu'il fallait trouver quelqu'un qui connaissait le mot, à qui on allait demander. Bon, aujourd'hui, vous avez un travail de fond, tous les textes sont accessibles. Tous les textes sont accessibles. Ça ne dépend que de nous. Donc c'est une époque formidable, à condition qu'on sache aussi utiliser ces choses-là. La révolution, elle n'est pas que numérique. Hein. Je trouve qu'aujourd'hui, la révolution, elle est encore plus dans le monde de l'édition, de tout ce qui est à notre disposition pour pouvoir étudier. C'est inimaginable. Il y a 2 écoles quand même, parce qu'il y a une école qui dit qu'il ne faut pas aller si trop facilement vers la traduction. Oui. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de rabbiniques qui sont contre. J'ai étudié par exemple avec les rabbiniques, ils ne veulent pas du tout qu'on ouvre Ashkol, justement. On ne fait pas l'effort. Alors, si vous voulez, là, je ne suis pas vraiment en train de parler d'Arscroll, mais je pense que même Arscroll, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Par exemple, à l'école, je ne ferai pas utiliser Arscroll par les élèves, vous comprenez? Parce qu'eux, ils doivent apprendre à étudier, à être autonomes dans l'étude, bien sûr. Mais une personne qui a déjà un certain âge et qui, de toute façon, ne pourra jamais apprendre à étudier toute seule. Donc, elle a une Gemara sous la main et elle va pouvoir étudier et apprendre. Bien sûr qu'il faut utiliser Arscroll à fond. Bien sûr. Mais je parle par exemple, aujourd'hui, vous avez des chasses, je sais pas, un chasse comme Metifta par exemple, où on vous renvoie à toutes les références de tous les Rishonim, de tous les Acharonim, sur toutes les Sougiotes. Quand on aurait pu avoir une chose pareille, il aurait fallu. Pour quelqu'un qui travaille, il étudie 2 heures par jour, il est capable de connaître tous les Rabbi Akiva qu'il y a sur la Souga, mais vous vous rendez compte, mais c'est quelque chose qui est... Alors bien sûr, après, ça veut dire qu'il faut faire un travail sur soi, d'intérioriser ça, de l'approfondir, de le mûrir, mais au moins c'est à notre portée. Ce qu'on n'avait pas avant. Ça, c'est vraiment sublime. On n'a plus d'excuses. Voilà. Parce que c'est dans notre langage. C'est dans notre langage. Et même si ce n'est pas dans notre langage, c'est traduit en hébreu moderne. Enfin, tous les chats ne sont pas en français. Voilà, il n'y a plus d'excuses. Voilà. D'accéder à la connaissance, en tout cas, il n'y a plus d'excuses. C'est là, c'est à notre portée. Pour revenir à ce que vous avez dit, Yitro, finalement, on n'a pas su ce qu'il a vu. Vous êtes resté sur il a vu il a vu qu'il y avait là-dedans. Il a vu quelque chose qui parle à lui. C'est-à-dire qu'il s'est senti partie prenante de ce projet. C'est d'où sa conversion. Il s'est senti appartenir à ce projet. Il a vu qu'il avait une place dans ce projet. Il n'a pas simplement compris la Torah, il a vu qu'il avait une place. C'est pas tout de comprendre. Il y a beaucoup de gens qui comprennent très bien la Torah. Mais ça ne veut pas dire qu'ils se prennent une place dedans. Ils comprennent. C'est passionnant. C'est très intéressant. Ils ont entendu la Torah, au sens entendre, comprendre. Mais ils ne se sont pas vus dedans. Ils entendent, mais ils ne sont pas vus dedans. Non, il a vu ce que c'était une vie de Torah, donc il s'est dit, je veux être juif. Je me sens là-dedans. Je me sens dans cette vie. Je me vois dans cette vie. C'est le process de conversion de Teshuvah, c'est ça. C'est quelqu'un qui se voit dans ce que vous lui racontez. Pas seulement qui comprend ce que vous lui racontez. Il sent qu'il peut vivre cette chose-là. Oui. Pour revenir rapidement à un sujet plus opérationnel sur l'éducation, on a beaucoup parlé, vous l'avez dit, de l'accès à l'information qui est très facile et qui est donc souvent un peu prémâché, qui peut être une qualité comme un défaut. Moi, ce que je remarque surtout, comme vous l'avez dit, sur peut-être déjà ma génération, mais surtout celle d'après, c'est qu'on a un accès tellement simple à tout ça que du coup, il y a une difficulté de cet effort-là. Moi, je le vois par exemple avec mon petit frère, enfin, je pense en tout cas avec ceux qui me suivent. Très rapidement, ils vont avoir beaucoup de mal à lire un livre, ils vont avoir beaucoup de mal à essayer de déchiffrer un petit peu une image, un texte, d'essayer de se poser des questions et dès que ça devient un peu trop dans la réflexion, il y a un rejet parce qu'ils sont trop habitués aussi à avoir l'accès à l'info. Donc, peut-être opérationnellement, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment aborder en fait cette relation avec ces gens-là qui vivent avec tout ça. On ne peut pas aussi leur dire de notre côté de revenir à une époque où nous on creusait beaucoup plus parce qu'on était obligé de le faire. Et du coup, comment réagir?
c'est une question fondamentale. Ça, il faudrait une autre conférence. Non, mais vraiment, vraiment, vraiment. C'est tout le travail aujourd'hui des enseignants de Kodesh dans les écoles, avec des élèves qui ont accès à tous les moyens de communication numérique. C'est tout le travail, c'est comment capter l'attention et amener à l'approfondissement des élèves qui sont habitués à l'immédiateté, à la rapidité. Alors ça veut dire qu'il faut changer complètement son approche, ça veut dire qu'il faut accepter aussi qu'il y a des modes de compréhension qui ne sont plus les nôtres, qu'il y a des façons d'approfondir qui sont pour eux un approfondissement, qui ne le sont pas pour nous. C'est-à-dire qu'il faut aller avec... je suis sûr, vous savez que si Rabbi Akiva Eger venait aujourd'hui et nous écoutait étudier, il nous prendrait pour des fous. Il dirait mais vous êtes superficiels. C'est-à-dire nous on va prendre un texte, on va le creuser pendant 5 heures, il va nous dire mais qu'est-ce que vous faites, c'est rien ça. Parce que lui, à son niveau, creuser un texte, c'était quelque chose. Donc chaque génération creuse à sa façon, vous voyez. Donc, du coup, vous qui êtes directeur, c'est quoi les best practices un petit peu pour emmener les enfants? Je te dis, c'est une conférence en soi. Ça veut dire déjà qu'il faut, à mon avis, changer les modalités de didactique de tout au tout. C'est-à-dire on ne peut plus être dans la même didactique, on ne peut plus être dans le même rapport frontal avec un texte et un truc. Il faut laisser l'élève travailler son texte, il faut le laisser amener lui-même le sens, il faut compartimenter, couper, sectionner, utiliser des PowerPoint, utiliser toutes sortes de choses pour arriver à faire sentir cette profondeur de la Torah. Mais c'est sûr que si on fait ça qu'avec des moyens classiques, ça peut poser problème pour ceux qui sont déjà saturés de technologie. Mais ça, du coup, ça serait applicable dans le rôle, mais dans le Kodesh au final. Ah, dans le Kodesh. Hein? Dans le rôle, on le fait déjà. On approfondit un texte, on a des commentaires. Comment, du coup, réussir dans ça aussi à peut-être changer la forme des cours? C'est ça, c'est-à-dire présenter les textes autrement, amener les problématiques différemment, le temps d'étude différent, insister sur certains points plutôt que d'autres, travailler avec l'image aussi, il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, on a des sougiotes entières qui sont illustrées pour justement, beaucoup d'enseignants de Kodesh utilisent des PowerPoint aujourd'hui, on n'est plus simplement la Gemara assis, frontal, avec le truc, on est obligé d'adapter à la génération qui est la nôtre. Est-ce que le PowerPoint apporte à vos cours? En vérité, c'est juste... Ah, alors par exemple, c'est un peu technique, hein, mais par exemple, on peut, pour étudier un Tosfot, utiliser un PowerPoint. Alors un Tosfot, c'est un questionneur sur Rashi et sur le Talmud, d'accord? Alors sa méthodologie de questionnement dans le texte, si on le prend tel quel, pour un jeune d'aujourd'hui, c'est illisible. D'accord? Le PowerPoint, ça permet de surligner en jaune les questions, de surligner en rouge les réponses, de voir que le rouge 1, c'est la réponse à la deuxième question, donc on peut passer d'un truc à un autre, et l'élève visualise bien son Tosfot de manière 1000 fois plus facile que s'il était le pauvre dessus avec juste la lecture. Donc ça, le PowerPoint est ultra, ultra important. Parce que c'est vraiment un guide. On travaille, on emmène l'élève, on l'emmène dans la... On le prend par la main pour rentrer dans le texte. On prémâche un petit peu. C'est pas grave. Nous aussi, par rapport à Rabbi Akiva Eger aussi, mais nous aussi, par rapport à Rabbi Akiva Eger, on a aussi prémâché tout. Nous, c'est même plus de la prémâchage, par rapport à lui, c'est de la bouillie. Donc, chaque génération, elle fait comme elle doit faire. C'est pas grave, ça. Ça ne dérange pas, ça. L'essentiel, c'est que la Torah passe. Chaque génération avec sa façon de faire. Ça, on est vraiment dans les questions de la modernité, là. Chaque génération, elle a son génie propre d'accéder à la dimension profonde de la Torah. Et ça ne sera pas moins que la génération d'avant. Ça sera différent. Ça sera une approche différente. Mais chacun prendra la substance dont il a besoin. C'est comme ça que Moshe Rabbeinu, il avait demandé à Hachem de lui dire qu'est-ce qui se passait avec la Torah depuis qu'il n'était plus dans ce monde. Alors il lui a dit, descends, tu vas voir ce qui se passe. Il est descendu, il a assisté à un shiur de Rabbi Akiva. Il écoute le shiur de Rabbi Akiva. C'est une Gemara dans Choulin, tout le monde connaît cette Gemara. Alors il écoute le shiur de Rabbi Akiva quand même, Moshe Rabbeinu. Et il comprend rien. Il ne comprend rien. La seule chose qu'il comprend, c'est la fin. C'est-à-dire que quelqu'un a posé une question, il dit non, ça, cette halakha, d'où c'est-on? Il dit c'est une halakha Moshe Misinaï. Et Moshe fait, c'est quoi l'histoire? Il remonte chez Hachem, il dit, j'ai rien compris. C'est toi. Hachem lui dit, il faut se taire.
La Torah de Rabbi Akiva, c'est la même Torah que Moshe Rabbeinu. La preuve, c'est qu'il dit c'est une halakha Moshe Misinaï. Mais la modalité de retranscription des choses est tellement personnelle à la génération de Rabbi Akiva, tellement propre à la génération de Rabbi Akiva, que Moshe Rabbeinu, ça y est, il ne saisit pas ce qu'il y a là-dedans. Mais c'est la même Torah. On a une même histoire comme ça avec Roni Amehagel. Roni Amehagel, il vient dans un monde 70 ans, il a dormi 70 ans, il se réveille, il revient, il comprend rien, il rentre dans le Beth Midrash, il comprend rien. Et les gens, ils ont dit, ah, la halakha, elle est bien aujourd'hui comme à l'époque de Roni. Il fait, mais je ne sais pas, moi, comme à l'époque de Roni, mais je ne comprends rien. Il ne trouve personne avec qui étudier. 70 ans après, il n'y a plus personne qui peut étudier avec lui. Ça veut dire que les gens de l'époque, ils n'étudiaient pas, ils étudiaient, mais ce que Roni entendait, c'était son temps. Mais c'est la même Torah, la preuve, il disait, ah, tu vois, la halakha, elle est claire comme à l'époque de Roni Amehagel. Donc c'est le challenge de chaque époque. Chaque génération de juifs, elle a ce défi extraordinaire à relever, avec des difficultés, mais aussi avec des chances, des choses extraordinaires. Les livres qu'on a aujourd'hui à notre disposition, les cours qu'on a à notre disposition, c'est inimaginable. C'est inimaginable ce qu'on peut faire, ce qu'on peut connaître, la somme de connaissances qu'on peut connaître aujourd'hui. En quelques heures, on peut savoir ce que autrefois, peut-être, avec nos compétences qu'on a maintenant, s'ils avaient eu ces compétences-là, il aurait fallu des mois. Donc il faut saisir ça. Voilà, Shavuot Tov.